Donc, nous sommes dans la stratégie de l'image, c'est-à-dire comment des artistes, dans ce monde d'images saturées, auquel on pourrait ajouter depuis hier et avant-hier le monde de l'histoire de l'art. On ne peut pas, depuis cette époque moderne, jouer, dessiner des nus ou des portraits sans passer par une relecture de l'histoire de l'art, mais on ne peut pas non plus ignorer que cette histoire de l'art passe par des images et par des imageries. Le dernier morceau de notre constitution du passage du moderne au contemporain, aujourd'hui, c'est le rôle des musées et des directeurs de musées. C'est-à-dire que ce ne sont pas que les galéristes qui vont impulser des choses. On va voir une expo qui a énormément compté, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, et ce n'est pas grave du tout, ça va se passer, qui s'appelle Dilaby et qui a eu lieu en 62 à Amsterdam. Pourquoi vous n'avez peu entendu parler? Tout simplement parce que, en fonction des invités, Robert, encore lui, l'Américain de service, eh bien, en plus d'avoir ses invités, Martial Reiss, Niki Saint-Phal, dont on parlera plus encore demain, parce que c'est un génie, Daniel Spoeri, Jean Tinguely, Hultveldt, que vous connaissez peut-être moins. Pourquoi est-ce qu'on en a moins parlé? Tout simplement parce que cette exposition d'Ilaby va avoir lieu en septembre 62, à l'invitation du directeur du musée qui a son importance, et on va voir que les théoriciens vont influencer les directeurs de musée. Les directeurs de musée, si on va vite avec Pontus Hulten, on va voir qu'ils deviennent eux-mêmes des auteurs, des penseurs, des gens qui ordonnent la façon de faire. Pourquoi vous connaissez peu Dilaby? Parce que la règle du jeu, c'est qu'il y a carte blanche pour que les artistes fassent l'exposition qu'ils veulent sur le modèle d'une fête foraine, où on va bien se marrer, et que tout soit jeté après. L'idée que l'art soit réuni avec la vie, ben, on l'assume jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fait un lien avec tout ça? On peut le regarder dans le parcours de Sandberg, celui qui organise cette exposition. Le voici à gauche avec Zadkine à sa droite. Il a, quand on lit dans ce merveilleux Histoire des expositions, édition du Regard, 30 expositions remarquables. L'article de Hat Petersen est intéressant puisqu'il était jeune conservateur au musée. Et il précise une chose importante sur, vous allez d'avance excuser mon accent hollandais, au Stedelijk Museum. Travaille ce monsieur Sandberg et il a un rôle incroyable qu'il faut, et un parcours qu'il faut que vous découvriez. Sandberg avait été nommé directeur en 1945, un homme qui avait accompli des choses décisives pour le musée en tant que conservateur. Il s'était fait un nom en 1938 avec l'exposition Art abstrait, voilà le Stedelijk Museum aujourd'hui à Amsterdam. Voilà des exemples des expositions qu'il a pu faire, donc vous voyez des noms que vous connaissez. Expo art abstrait avec la femme de Van Doesburg. Pendant la guerre, occupation allemande des Pays-Bas, il a rejoint la résistance. Il est persécuté, il falsifie des passeports. Il appartient à un groupe qui participe à un attentat contre le bureau des recensements. Le groupe est dénoncé. Sandberg est un des rares rescapés. Les autres sont arrêtés, fusillés. Dans le groupe de résistance des artistes, Sandberg a appris que de nombreux artistes étaient prêts à risquer leur vie sans hésiter pour leurs idéaux politiques et sociaux, dans une société souvent indifférente à leurs œuvres d'art. C'est son expérience de la guerre que Sandberg, à son expérience de la guerre que Sandberg devait sa conception de l'artiste idéal, dans l'œuvre duquel un engagement social et un esprit artistique pionnier et non conformiste devaient s'allier en vue d'un art enraciné dans son époque, mais également ouvert sur l'avenir. Je n'ai pas l'habitude d'expliquer les choix intellectuels par la vie des gens. Il y a une interaction des deux, mais je pense toujours, et on peut ne pas être d'accord, que un choix intellectuel, même s'il a une histoire, il est un choix intellectuel, et c'est une conception de l'histoire et de la pensée que je défends en disant ça. Ça peut tout à fait se discuter, hein, je suis tout à fait d'accord. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'engagement de Sandberg va être que ce n'est pas l'art en soi qui l'intéresse, mais sa fonction de
catalyseur culturel dans la vie sociale. C'est-à-dire comment un musée, même si c'est pas sa rénovation à lui, mais j'aurais pu en donner des exemples, un musée, s'il est vitré, les gens dans la rue vont pouvoir voir ce qui s'y passe. Cette façon de créer de l'architecture, un espace social, c'est un engagement, c'est un choix de diffusion. On appellerait ça éducation populaire ou culture populaire. Qu'est-ce qu'il expose Picasso, Matisse, Léger, Mondrian, mais avec des maîtres anciens et des artistes contemporains, de l'architecture, de la photo, du cinéma, des arts appliqués, du design, des dessins d'enfants. Et vous comprenez que la petite leçon, si le terme n'est pas adéquat, mais de Dubuffet commence à faire son chemin. D'ailleurs, je remarquais qu'en 62, au moment de cette expo d'Ilabi, nous avons aux États-Unis une rétrospective Kandinsky, une rétrospective au MoMA Gorky et Picasso. Picasso, un apport américain, et en même temps, tout à fait rigolote, à New York, Chicago, puis Los Angeles, une exposition itinérante de l'œuvre de Jean Dubuffet. On a une façon dont la modernité, et ceux qui commencent à la questionner depuis ces 20 ans que nous parcourons, essaiment et se retrouvent aux États-Unis. Ici, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a un lien avec le musée d'Alfred Barr américain, mais comment à Amsterdam, plus loin en Suède, juste après, des artistes, des directeurs de musée, vont avoir une idée de mélanger les genres, de mélanger les publics. Le voilà avec Robert Rauschenberg, le petit Minet, Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely, pour commencer simplement. Quand on regarde comment l'ensemble s'est passé, et le livre précise, le musée dut être agrandi dans les années 50. L'agrandissement consistait évidemment en une boîte transparente qui permettait de voir depuis la rue ce qui se passait dedans. Il est arrivé à Sandberg de faire installer une passerelle surélevée devant la façade du musée pour que les visiteurs puissent regarder par les fenêtres et jeter de l'extérieur un coup d'œil sur ce qui était exposé à l'intérieur. En 1960, Sandberg rencontre à Zurich Spoerry, alors âgé de 30 ans. Son enthousiasme, son énergie, l'étendue de son savoir l'impressionnent. Et là, on en revient à ma remarque d'hier de Michael Fried, le théoricien sur la théâtralité. Spoerry s'intéresse au théâtre. Si vous deviez vous endormir et vous réveiller à la fin, allez au Cyclope de Millet-la-Forêt. C'est une sorte d'œuvre d'art dans laquelle on peut entrer, qui ressemble exactement à Dilaby, c'est-à-dire un endroit où on se marre, un endroit où le seul défaut qu'on peut trouver au Cyclope de Milly, il n'en a qu'un seul, c'est d'être interdit aux enfants de moins de 8 ans. Alors que c'est fait pour rigoler et qu'on rêve de voir des enfants descendre le toboggan de miroir fait par Niki de Saint-Phal et se scalper les fesses jusqu'à être épluché comme une carotte râpée, puisqu'il tombe dans l'eau et que c'est tout à fait dangereux. Une vraie fête foraine avec son côté délirant, rigolo. Il y a des boules de bowling qui circulent, qui descendent, qu'on croit qui vont vous tomber sur la tête. Et il y a un théâtre dedans. On s'assoit devant une sorte de théâtre no simplifié avec un marteau qui écrase une grande bouteille de verre. Et ce que disait Michael Fried hier, c'était le rapport entre la théâtralité et la sculpture. Spoerry s'intéresse à ça. En 1959, il écrit avec Bremer un texte théorique intitulé « Exemple pour un théâtre dynamique », dans lequel le spectateur est érigé en acteur. Spoerry fait un pas de plus avec un autothéâtre qui se représente comme un espace labyrinthique rempli de surprises spatiales, de mécanismes, d'objets, de lumière et d'obscurité. Les mouvements des participants, des spectateurs, acteurs, il n'y a plus de différence entre les deux, devaient mettre tous les sens à l'épreuve de manière imprévisible. Et la synthèse qui va faire se rencontrer Sandberg et Spoerry, voilà. En 1960, Spoerry réalise avec Tinguely une première petite version de l'autothéâtre à Anvers, tout aussi novatrice et originale. Un système qui s'appelle édition mat de Spoerry, c'est-à-dire une production d'objets qui peuvent être combinés dans plein de sortes différentes. Voilà, tout ça autour de la place du spectateur, du côté théâtral qui fait qu'on peut s'amuser et qu'on peut, à l'intérieur d'une exposition, voilà, elle est dynamique labyrinthe, Dilaby.
Et on va pouvoir donner carte blanche à des artistes en se moquant du statut des œuvres d'art, puisque tout l'ensemble de la production de cette période sera jeté à la poubelle. Il n'y a que la galériste Sona Bend de Rauschenberg qui récupérera les œuvres pour les vendre. Il est en galerie et connu depuis un moment. Quelle est la petite astuce merveilleuse qui va avec cette idée de fête foraine? En fait, il y a possibilité pour les artistes de récupérer leurs œuvres s'ils pensent s'ils sont persuadés d'avoir créé un chef-d'œuvre. Ils pourront le conserver après l'exposition. Il faut que ça soit joyeux, il faut que le spectateur perde les repères d'un musée normal, et c'est ce qui va se passer. Ulvelt travaille, je connais peu son travail, donc j'en parlerai pas. Son travail ressemble à ce que fait Tinguely, chiner, récupérer des éléments, les assembler, les souder, avec des formes qui font penser à ce que je vais vous montrer de Jean Tinguely. Une sorte de mécanisme de machines qui peuvent s'arrêter et recommencer. Voilà à quoi ressemble le projet de Dilaby. Et c'est Spoeri, celui qui récupère les restes de repas, mais qui au début a fait une sorte d'inventaire géologique de sa propre chambre, qui dessine la façon dont les cellules circulent, et si vous regardez d'encore plus près, la façon dont à l'intérieur on circule. Petite flèche, 1, 2, 3, 4. On est encore plus loin que dans This is Tomorrow. Voilà, les éléments s'enchaînent. On va découvrir la piscine de Martial Race. On peut entrer dans un univers qui est tout noir. Une flèche à l'entrée par Rauschenberg indique qu'on peut aller à droite ou à gauche. Donc, il n'y a pas d'ordre pour circuler. On peut aller dans le sens qu'on veut. Cette flèche va donner une édition au catalogue, puisque vous comprenez que cette exposition va avoir un impact énorme dans le sens où elle retourne complètement les façons de travailler. Le catalogue va être édité une fois que l'exposition aura eu lieu. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir des images des gens qui sont dans l'exposition, évidemment. Et donc, il s'agit pour les artistes, que je vous redise techniquement comment ça se passe. C'est simple. Le premier projet de Tinguely, c'était une construction labyrinthique qui devait combiner les éléments des parcs de loisirs, du théâtre, de l'exposition et du train fantôme. L'objectif étant d'arracher l'observateur à sa passivité. Si vous avez vu des vidéos où été dans le Cyclope, ou vu un peu moins spectaculaire la fontaine qui est à côté de Beaubourg, vous comprenez le principe. Vous saurez à la conclusion de cette petite séance du jour comment, lors de l'ouverture de Beaubourg, c'est Tinguely qui sera un des premiers à exposer, à faire des mécanismes qui permettront de faire danser des artistes, Cunningham, et jouer avec l'espace. Un labyrinthe dynamique, un projet de Tinguely de 1960, de 100 mètres de haut, construction édifiée par un groupe d'artistes dans laquelle ne devait plus exister d'œuvres d'art isolées repérables et qui devait accueillir le spectateur comme à une foire, le secouer par un excitant mélange de sensations visuelles, psychiques, physiques extrêmes. Alors, on n'a pas beaucoup de traces vidéo, je vous en montre une. De tentoonstelling Bewogenbeweging in het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft heel wat pennen in beweging gebracht met zijn ingenieuze abstracte constructies en zijn... Vous vous souvenez, je vais en reparler un peu, que l'abstraction est allée de plus en plus loin avec Joseph Albers dans la façon d'occuper l'espace et comment, simultanément, on ne peut pas régler le cas de tout le monde, s'est développée une abstraction qu'on va appeler cinétique, c'est-à-dire qui joue avec les perceptions, avec les lumières, les motifs et les jeux d'optique. On pense ici, encore une fois, au petit film du champ anémique cinématique. Speelse kaleidoscopische effecten. De Nieuw-Zeelander Len Lai maakte deze fontein van roestvrij staal, waarvan door de vibrerende beweging wordt bepaald. Prachtig ding, hè? Maar een zinnig mooi ding.
Hydraulisch relief van de Argentijn Kozice bestaat uit metaal en met water gevulde buizen van plexiglas. De bezoekers worden tot de opperste verbazing gebracht door de bewegende scheppingen van latten en draden, waarvan deze bijzonder indrukwekkend is, want hij is geheel van hout. En dan de namen. De schoen van Madame Lacasse heet dit... Dit is natuurlijk wat... Dit onthoud je. ...het brein van de Zwitser Tinguely. Het is toch werk om je kapot te lachen, hè? Des machines qui servent à rien, des machines qui font du bruit, plus de moyens de savoir si c'est beau ou pas beau, c'est bien évidemment pas du tout le sujet. Par contre, le jeu de l'interaction avec le spectateur, de le faire gueuler, de le faire sortir, de le faire jouer, de le faire sourire, on est en plein dedans. Dezelfde Zwitser ontwierp ook een tekenmachine. Wanneer men een gulden stort, komt er een kunstwerk uit tevoorschijn dat een mooie... Le rêve, une machine à dessiner, ça remplace l'artiste. ...herinnering is aan deze expositie. Het zou nu nog geld waard zijn, bij wijze van zo'n ding. Hè? Maar dat bewaarde je natuurlijk helemaal niet. Hier, Calder, zag je net. Het is fantastisch. Comme ça, tout le monde a un dessin. Vooral de jeugd wordt geboeid door het expressief knutselwerk van blikjes en touwtjes. Wat men er ook van mogen denken... Ineens zie je dat kunst niet alleen in een lijstje hangt, ja, en op doek geschilderd is, maar dat er zo oneindig veel andere mogelijkheden zijn. En, Le principe, c'est donc de casser tous les repères possibles. Une salle chacun, enfin Spoiry en a deux, et je vous montre le déroulé. Quand on regarde, il y a eu l'idée d'inviter Jasper Jones, il y a eu l'idée, parce que Tinguely et Rauschenberg avaient participé avec Spoiry, Nikit Sinfal et Utvelt, et on verra Ovid Falstrom bientôt, une chorégraphie, Nikit Sinfal, Falstrom et Rauschenberg avec Tinguely, une chorégraphie de Merce-Cunningham. Juste avant. 10 jours plus tard, on a à peu près l'ensemble des artistes. Il y a Jim Dean qui n'y sera pas et on avait pensé aussi au Larry Rivers dont je vous parlais à chaque fois. Après acceptation des plans, les salles disponibles sont explorées sous la conduite de Sandberg. Puis on visita les ateliers du musée et les magasins. Les artistes firent la connaissance des collaborateurs qui allaient les assister. Charpentier Beckman, Ravelli les électriciens, Schipper l'intendant devait surveiller les finances, l'organisation. Il est indispensable de contracter des accords clairs car Sandberg avait annoncé, le fou, qu'il serait en voyage pendant la majeure partie de la construction. Parce qu'en fait, au début, il est prévu que chacun ait une salle et que chacun fasse ce qu'il veut et que Sandberg surveille, fasse une espèce de cohérence. C'est le jeu qui est aujourd'hui si actuel de la place du conservateur, du commissaire d'exposition qui va ordonner, faire une espèce de logique avec un discours qui signifie quelque chose dans l'enchaînement des salles elles-mêmes. Tinguely donc se charge de la direction et proclamé porte-parole des artistes. 3 semaines de préparation, c'est peu si l'on considère combien les projets étaient peu concrets. Rauschenberg, par exemple, arrive, il n'a aucune idée de ce qu'il va faire, mais aucune. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que le musée est accessible de jour comme de nuit. À la différence des autres artistes, Rauschenberg ne parle pas le français et travaille de nuit. Lorsque le soir, ceux qui parlaient français quittaient le musée, Rauschenberg arrivait muni d'une grande carafe de café pour la nuit. Sa façon de travailler se distinguait de celle des autres. Il commença par accumuler des rebuts, des pièces d'avion, un cadre de bicyclette, un fragment de réverbère, quelques horloges murales, d'autres choses encore. Alors, la direction, c'est qu'on peut aller dans un sens ou dans l'autre pour visiter. La première salle, la première dans ma démonstration, c'est celle de Martial Reiss, dont j'ai mis, ce ne sont pas des images qui viennent de Dilaby, mais ça donne une idée de ce qu'est le nouveau réalisme français, c'est-à-dire un jeu avec des images de la vie de tous les jours, des mass médias comme Warhol, c'est le Warhol français, Reiss. Par contre, quelque chose qui est déjà un jeu un peu plus ironique, en fait, un peu plus partisan. Le nouveau réalisme est difficile à distinguer du pop art et en même temps, il est difficile parce qu'il y a des tas de croisements, en fait. Le nouveau réalisme lui-même, c'est une création d'un critique d'art qui s'appelle Pierre Restany, que je vais vous expliquer juste après. C'est une sorte de groupe qui regroupe Reiss, Yves Klein, Tinguely, Nikit Sinfal et d'autres. Et donc, il est difficile, comme pour le pop art, en un sens, de dire qu'il y aurait une seule pensée qui résumerait l'ensemble. Si je fais une énorme distinction qui est parlante, c'est que
les nouveaux réalistes français travaillent sur le rebut, travaillent sur des choses qui ont l'air de ne pas avoir d'importance. On pourrait dire ça de façon amusante en disant que il est possible que Warhol soit amoureux de Marilyn, il est possible que Reiss ne soit pas spécialement amoureux de la dame qui est représentée. Il y a toujours une espèce d'ironie ou de détachement en mêlant des objets de la vie de tous les jours devant la toile, des vrais ballons, des vrais parasols dans la toile. Un peintre tout à fait passionnant dans sa façon de jouer avec les couleurs. Et alors, Reiss, lui, il n'est pas trop là dans l'installation, parce qu'il demande à ce qu'il y ait une vraie piscine creusée dans la salle d'exposition. Donc, pendant tout un moment, les autres bossent et lui, il passe son temps à aller dans les magasins pour essayer de chercher qu'est-ce qui pourrait entrer dans sa salle. Il y aura, on le voit ici, un jukebox, un fauteuil de plage en rotin, un mannequin de vitrine habillé à la dernière mode, une pancarte sur pied avec des néons, on la voit dépasser, Reiss Beach. Sur les murs, des sortes de tableaux, du gazon artificiel, des balles, des animaux en plastique. Alors, on pourrait penser que c'est une sorte d'ironie comme le ferait Warhol. On est dans les mêmes temps exactement. Hein. Donc, et Restani, le théoricien du nouveau réalisme, va dire qu'ils sont avant. Vous allez comprendre où est la tension. Par contre, la grosse différence avec Warhol, c'est que, et vous allez le voir sur les photos, c'est pour ça que faire le catalogue après l'exposition est une bonne idée. C'est-à-dire que les gamins vont jouer avec vraiment. C'est une sorte de parc d'attractions musée. On est parti pour jouer. Alors, le beau Bob est dans le coin. Il est en train d'assembler des tas de choses de nuit. Il fait des essais. Il commence, il recommence. Il se mit à la tâche nuit après nuit. Il construisait des choses toujours nouvelles à partir des mêmes matériaux. Il assemble des éléments. Toujours, vous l'avez vu, avec des choses de rebut, avec des éléments qui peuvent bouger, avec des éléments qui mélangent le mou, le dur, le efficace, le qui se casse. Pour finir, la date d'ouverture approche à grands pas et le contraint à prendre une décision définitive. Il fabrique ces espèces de cages dans lesquelles il y a des éléments, et notamment ces espèces d'horloges qui sont sur le sol et qui tic-tac à toute vitesse, qui sont une espèce de stress continu et une passerelle qui enjambe l'ensemble, qui permet de regarder certains éléments. Le seul artiste dont certains, le voici, le rescapé, qui s'appelle Dilaby, qui sera exposé par sa galériste. Quand on continue l'exposition, Daniel Spoeri, qui s'intéresse aux espaces, a fabriqué un faux musée, dont vous comprenez que les mannequins qui sont ici sont faux, les sculptures sont des sculptures et les vrais tableaux. Par contre, on est sans dessus-dessous. Et on comprend la petite tête inquiète du gamin. Il s'agit de jouer avec nos perceptions, avec ce qu'on attend du musée. Là, on comprend qu'on a explosé le système. Dans une fête foraine, on est là pour rigoler, on est là pour détruire en un sens. On est là pour avaler des barbes à papa, détruire des ballons. Voilà, il y a une sorte d'ivresse qui fait partie de la logique de la fête depuis le carnaval. C'est le moment à part de tout le reste qui fait qu'on peut se déguiser en fille, en garçon, s'abandonner, être masqué. La continuité de ce dionysiaque, elle se retrouve dans la fête foraine qui est là pour qu'il y ait de la lumière électrique, qu'il y ait des éléments partout qui fassent perdre tous les repères. L'idée qu'une exposition soit comme une fête foraine, c'est un jeu avec ça, mais ici aussi un jeu avec les références de ce que serait un musée et ce qu'il faut conserver, puisque rien ne sera conservé. On a des choses où on peut s'approcher pour regarder, pour découvrir, pour savoir... il y a une des portes que voici qui est noire et effrayante, dans laquelle le sens du toucher des visiteurs est mis à l'épreuve. On peut entrer directement dans une seconde pièce aménagée par Utvelt. Une partie d'escalade dans une construction compliquée en bois attend le visiteur, car l'édifice est rentré de force dans la pièce qui n'est pas très grande. Et puis, dans une colonne, dans le coin, une petite radio désynchronisée de Tinguely, la seule qui a été gardée dans le Stedelijk Museum. La salle suivante, c'est la salle inversée qu'on vient de voir, par Spoeri également. Voilà les artistes. Utvelt, Rauschenberg, Reiss, Spoeri, Tinguely, Niki de Saint-Phal. On y vient. Niki de Saint-Phal a fait quelque chose d'encore plus extraordinaire. Ce n'est pas une image qui vient de cette exposition-là, mais elle a fabriqué, on va en voir des petites images vite fait, des sculptures, des volumes en plâtre sur lesquels on peut tirer à la carabine. Alors là, encore plus facile,
à résumer, un, c'est du Pollock avec foutage de gueule, si vous me permettez ce grand raccourci, et ça a dû bien amuser Rauschenberg. C'est pas du tout ce qu'on attend d'une femme, que ce soit le discours sur la douceur ou sur la création, sur l'enfantement. Voilà, là, on crée par la violence, par le bris, par la destruction, et quelque chose qui joue avec le hasard. Tous les éléments qu'on devrait cocher pour valider la création ne sont plus là, en fait. Et puis, une espèce d'amoncellement d'éléments qui, petit à petit, s'engendrent eux-mêmes, en fait. Chaque étape, chaque morceau de spectateur qui est venu, il y a dans la salle un guide habillé avec un costume colonial, clin d'œil, recharge une carabine, le donne au spectateur qui peut tirer sur l'ensemble. Destruction. Et puis Tinguely, que j'ai réservé pour la fin, c'est-à-dire cette image-là non plus n'est pas liée à Dilaby, mais par contre montre bien que quand on se lâche et qu'on fait autre chose que ce qui est prévu, ça peut partir en vrille de toutes les façons. Là, il y a une salle où il y a des ballons avec écrit Dilaby dessus. Un guide est aussi là pour les regonfler continuellement parce qu'ils éclatent. Et puis, il y a une soufflerie qui permet de perdre tous les repères. Vous avez peut-être un petit souvenir de ces silver clouds, les nuages d'argent qu'avait créé Warhol et que Cunningham s'amusera à utiliser. Là, le clin d'œil pour finir, c'est que comment faire une affiche avec un tel ensemble, l'idée de mettre des traces de pas, c'est pas mal. Et Tinguely a l'idée d'ajouter le rouge du Y fluorescent pour qu'il y ait un clin d'œil entre son nom et c'est Martial Reyes qui plonge ses pieds dans la peinture noire en latex et imprime une forme spiralée sur une feuille. Cette même chose servira de repère et donc de couverture au catalogue. Facile en un sens. Si on met un petit contexte, et je vais faire une traversée du temps très rapide pour revenir à Tinguely. La fascination pour les machines, ça va intéresser toutes les techniciennes et tous les techniciens qui sont autour de nous. Je vais aller vite parce que tout le monde connaît ça et que ce n'est pas le propos directement. Les automates 1323, les carillons 1360, cette idée de fabriquer des machines, déjà à l'époque, avant les Romains, l'idée d'une grue, d'un système de mécanisme qui permettrait de relayer la force humaine. Mais une sorte de fascination d'automate, c'est-à-dire de machines qui par elles-mêmes, par une impulsion non gérée par la force humaine, une force animale ou une force indirecte qu'on retrouve dans notre fascination à nous pour les dessins de Léonard. Dessins dans lesquels je suis habitué à les voir, c'est exactement ce que fait Duchamp, c'est-à-dire des dessins, des faux dessins de construction qu'on retrouve construits en vrai dans le petit château de la Loire qui fait musée de Léonard, qui plaît tant aux enfants, puisque les inventions ont été recréées en volume. Par contre, on dirait des sculptures, en fait. Si on prend du recul un instant, on est au cœur d'une sculpture. La fascination pour la machine, c'est lui, Descartes, c'est-à-dire l'automate de Vaucanson de 1738, c'était absolument en même temps que Descartes. L'idée d'expliquer comment l'homme guiderait son esprit, mais comment il peut y avoir un contact entre si je suis malade, si mon corps réagit et mon esprit n'a plus la main dessus, qui dirige en fait. Cette idée d'animal-machine fascine beaucoup Descartes, puisqu'il n'y a pas d'esprit dans les animaux et donc ce serait comme des machines, comme des automates. Vaucanson va fabriquer un canard qui digère. On va retrouver le principe. Ça va énormément fasciner, ça fascine encore. Et on est dans la période, XVIIe siècle, on l'avait inventé avant, mais de cette idée de la machine de théâtre qui fait que Deus ex machina, il y a un Dieu qui peut surgir et surprendre l'ensemble par tout un tas de systèmes qui peuvent disparaître, remonter. Des machines à tisser, première révolution industrielle. Deuxième révolution industrielle, des machines à enregistrer le son avec Edison, des machines à enregistrer l'image avec les frères Lumière. Donc une fascination pour les machines qui se retrouve chez les futuristes italiens. Je suis en 1913, j'ai sauté dans le temps. Une espèce de fascination pour le mouvement, pour le déplacement, jusqu'à fabriquer une merveille dans ce manifeste
de l'art des bruits, une évolution de la musique parallèle à la puissance des machines pour inventer l'idée de bruit musical, ce qui vous ferait peut-être très peur, mais qui va exactement avec la musique concrète de mon ami Michel Berthier, dont la petite musique merveilleuse sert de générique à toutes nos vidéos, et de musique électronique, c'est-à-dire de montage. Fascination pour la machine chez Picabia, chez Duchamp, dont je vous ai montré justement un extrait. Fascination pour la machine chez les dadaïstes, puisque l'idée de collage, de mécanisme du corps, du cerveau va se retrouver continuellement dans la merveilleuse modernité. Petite récréation musicale. Vous savez ce qu'est un thérémine ? Ça me fait chialer à chaque fois. C'est très beau, en fait. Une merveille, un jeu avec les ondes qui fait qu'on est face à cette énergie électrique qui symbolisait le moderne, dont j'ai beaucoup parlé. Fascination dans les photomontages russes, Rodchenko, j'ai pas trié tant que ça, alors c'est pour ça que je vais vite. Chez Metropolis avec cette femme robot, et c'est le moment dans les années 20 où la notion de robot se retrouve. Et puis on arrive dans notre parenthèse des années 1920-1970 que je parcours depuis 28 épisodes. Voilà le robot de la science-fiction, de la fascination pour l'extraterrestre, qui serait une sorte d'humain différent de nous. Planète interdite, une merveille, parce qu'on a du bon vieux robot, de la bonne vieille invention, et quand même de la bonne vieille fille avec des jupettes un peu courtes. Il y en a pour tous les goûts, plutôt masculin, il faut admettre. Et voilà pourquoi le fond derrière moi, c'est que cette fascination se retrouve dans cette petite merveille de 2001 de Kubrick, dont on a une sorte d'opéra visuel qui permet de voir des machines qui fonctionnent, en fait, rien de plus que ça, et qui ose une sorte de symphonie presque comme sans scénario, en fait. On est proche, dans certains passages de 2001, de cinéma expérimental, d'une sorte d'élément visuel à regarder. C'est rien d'autre qu'un opéra visuel, dont je trouve, ça paraît radical, mais on retrouve un passage dans les 20 minutes silencieuses de Wall-E, le robot, qui se donne le luxe dans un petit film d'animation de passer presque 20 minutes sans parole, sans rien d'autre que juste l'image de cette avancée. On retrouvera plus tard le monsieur que voici, Nem Jumpek, qui va le premier inventer des œuvres qui s'appuient sur de la télévision, on le verra cette semaine, et nous voici avec Tinguely, c'est-à-dire un jeu de récupération, de rouage, de perçage, d'objets, de rebut, en fait. C'est là où le travail de Tinguely est important à creuser en lien avec ce Dylaby, c'est que Tinguely, ça peut être des choses fixes, puisque ça a été foutu à la poubelle, et donc c'est l'inverse d'une machine. Une machine doit fonctionner toute seule, et comme on le disait pour les objets, elle doit répondre immédiatement. On ne lui demande pas de faire autrement. Ici, elles sont devenues des sculptures absurdes, en fait. Des sortes d'objets, de vides, de pleins, de dessins dans l'espace. On pourrait avoir une espèce de dessin qui serait un rythme. On va voir que Tinguely adore Malevich et les tout débuts. Voilà, des sortes d'objets qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Et dans une deuxième partie, Tinguely va s'intéresser aux machines qui bougent. Il est là. Les tout premiers travaux de Tinguely, ce sont un petit dessin, sont des fonctionnements de Meta Malevich. C'est-à-dire, il part de dessins simplifiés de Malevich, mais qu'il va avoir l'idée de fabriquer en volume. Voilà, on a une sorte de plaque avec un panneau noir devant lequel il y a des objets blancs, mais qui vont tourner avec des petits mécanismes. Donc, on n'est plus dans le rebut et dans le jeu avec quelque chose qui ne fonctionne pas, mais dans une espèce de jeu de fascination pour le spectateur de voir un truc qui remue. Voilà, on pourrait évidemment mettre le travail de Tinguely dans ce que Umberto Eco appelait l'œuvre ouverte, c'est-à-dire qu'on a devant nous, clin d'œil deuxième à l'histoire de l'art, Calder, c'est-à-dire vous vous rappelez, des mobiles qui peuvent remuer, qui peuvent circuler, mais qui sont ici soit en train de bouger dès qu'on les avance de façon absurde, soit de façon irrégulière. Alors on a un artiste, Tinguely, qui joue avec l'histoire de l'art royalement.
Parce qu'on a ici une merveille que je vous montre tout de suite, une machine à dessiner. Moi, j'aurais fait ça, j'aurais jamais appris à dessiner. Un peu énergique hein, comme dessin, ce n'est pas les petits dessins appliqués. Une œuvre récente, mais celle-ci existe depuis longtemps. Attention. La pédale rouge, c'est pour appuyer dessus. Hein. On peut jouer à l'activer quand on veut. Un stylo au bout, une feuille de papier, des oreilles solides, des mécanismes qui ne sont pas logiques. C'est pas le plus court, c'est pas le plus efficace. Une merveille. Il n'a juste pas fait de cadre avant de commencer. Donc un système de jeu qui est dans ces choses-là également de la destruction, de la reconstruction, qui est au cœur de ce que je vous ai montré de Dylaby, c'est-à-dire se donner les moyens de fabriquer quelque chose, le faire vivre, le détruire. Toute une mécanique, un grand musée Tinguely à Bâle, en Suisse, qui fait que les mécanismes ne fonctionnent pas tout à fait comme on le croirait. Et c'est leur poésie, d'ailleurs. Des choses qui peuvent être fixes, des choses qui peuvent être comme abîmées, comme en train de disparaître, qui sont donc elles aussi en train de jouer avec cette idée de rebut, de disparition. Et il faut que vous regardiez ça, je montre juste le début, puisque je parlerai de Niki de Saint-Phalle avec laquelle Tinguely va se marier en deuxième noces. Et le petit film surjoue les Bonnie and Clyde de la culture et de l'art, mais là, on a le début, c'est merveilleux, par Zorn Productions. Niki, regarde ça! Oh, formidable! That's beautiful! L'endroit est bien! Niki, look! The end of the world. Boum! Boum! Parce que le même Tinguely, pris en photo par Life en 62, se retrouve dans un désert américain, construit des mécanismes. Je disais, quelquefois, ils sont efficaces, pas efficaces. Une sorte de jeu avec à la fois l'histoire de l'art et l'immobilité de la peinture, à la fois un jeu avec la sculpture qui pourrait devenir mobile en fonction de l'action du spectateur ou de celui qui se déplace autour, mais aussi, comme Niki de Saint-Phalle avec ses tirs, un jeu avec la destruction, puisque l'œuvre va s'autodétruire et elle est filmée en tant que telle. On peut la construire, l'inventer, et on a un regard plus critique sur cette société de fabrication, d'efficacité. Et là, on a déjà basculé sur autre chose que ce que le pop art nous annonçait. On a des logiques de construction, des dessins qu'on peut retrouver en grande quantité chez Tinguely qui donnent des formes très, très importantes, très lourdes, très spectaculaires, où il faut évidemment qu'on soit sûr de notre coup parce que ça tient. Et des formes qui sont à la fois très belles visuellement. Vous comprenez qu'avec n'importe quel spot sur des images comme ça, on tire des images d'un grand graphisme puisqu'il y a de la rouille, des couleurs, le matériau va jouer, il va s'abîmer, il peut bouger et il est une sorte de dessin dans l'espace, à mi-chemin entre la disparition et puis l'efficacité, l'agression et puis le jeu. Les schémas, voici un jeu avec Éloge de la folie, un clin d'œil à Erasme et à cet esprit qui a quitté, que Descartes voulait remplacer. Je pensais immédiatement, en regardant ça, au travail. Là, on peut avoir des choses qui soient très, très visuelles, finalement, et qui ne fonctionnent pas, là, qui ne sont pas en train de remuer. Au travail, voici le Clamoc de Tinguely, je pensais au travail de Decoufflet, qui va fabriquer des sortes de machines qui jouent, qui se détruisent, qui partent et qui repartent. Nous voici à Milly-la-Forêt, autour, même quand c'est fermé, on peut faire le tour. Ça ne fonctionne pas de la même façon, mais ce n'est pas grave. Musée Tinguely, vous pouvez aller en Suisse, ou dégourdir les pattes. Machine absurde,
disait Duchamp. Une machine célibataire qui ne marche pas, qui n'arrive pas à se reproduire, qui n'arrive pas à continuer. La conclusion, après Dilaby, après l'invitation de Sandberg, que voilà, un autre organisateur d'exposition, Pontus Schulten, que voici, ami avec, à droite, ami avec Tinguely à gauche, va les inviter, fasciné par la machine, une grande exposition. Il va être conservateur du musée en Suède, puis à New York. Exposition sur la machine et sur l'âge mécanique. Voilà quelque chose qui était au cœur de notre système de diffusion des images, au cœur de cette fascination de la modernité des années 20, des années 30, mais qui maintenant, on a basculé du moderne au contemporain. Elles se cassent la gueule, elles tombent, elles ne sont pas exactement précises comme on devrait. Voilà Pontus Schulten qui va devenir, il est devant le chantier, le directeur du Beaubourg qui ouvre. Voici Nikit Saint-Phal dont on parlera demain parce qu'il s'agit avec les nouveaux réalistes de jouer de cette joie de la destruction. Et Pontus Schulten invitera Nikit Saint-Phal à faire cette exposition plus importante encore en un sens que Dilaby, On, une sorte de femme géante de Nana puisqu'elle a inventé une figure de femme joyeuse et il y a quelque chose autour de ce corps féminin qui se sépare de la machine et de l'enfantement et qui va vers une autonomie, qui danse, dans laquelle on peut entrer, dans laquelle on a sur le côté un cinéma, un bar pour amoureux, un banc pour amoureux, une façon de pouvoir manger, des tas de choses qui peuvent se retrouver un peu partout, un jeu de destruction, reconstruction qu'on retrouve à Paris à côté de Pompidou, puisque Pontus Schulten en devient le créateur qui est active, le Cyclope de Tinguely. Tout cet ensemble-là, voilà le On dont je parlais. C'est très étonnant, mais cette exposition, vous voyez, on retrouve Ulveld, Saint-Phal, Tinguely juste après l'exposition Dilaby qui va vraiment marquer et dont ceux qui les ont vus ont dit que finalement, on ne pourrait pas reproduire la même chose. Ce jeu, ce délire, cette espèce de décalage pour le spectateur pose des problèmes aux historiens de l'art. Comment retrouver la trace, comment en témoigner, puisqu'il s'agit d'avoir un art qui soit immédiat. À demain.